la présentation. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions au fur et à mesure sur, comme on vous le dit d'habitude, sur la conversation chat en cliquant sur la petite icône là, qui est ici. Donc, on répondra au maximum pendant le webinaire et sinon après par mail. Et de toute façon, donc, la présentation et le replay vous seront envoyés après le webinaire. Je vais vous dire quelques mots de présentation sur l'agence ADOC, pour ceux qui ne la connaissent pas encore aujourd'hui ou peu. Donc, l'agence de développement économique de la région Occitanie s'attache à suivre et accompagner l'entreprise pendant toutes les étapes de son activité. Et nous, donc, nous sommes focalisés sur cette partie-là qui est l'international conquête des marchés. Et plus spécifiquement, donc, sur notre segment, nous nous appuyons sur 3 leviers. Le premier, c'est celui de la structuration, c'est-à-dire nous amenons un maximum d'informations au stade de la préparation des entreprises dans leur conquête des nouveaux marchés. Donc, nous leur rapportons des informations via des webinaires, nous avons un test export, une plateforme et des ateliers divers pour la sensibilisation des entreprises. Le deuxième levier, c'est celui vraiment de la prospection pure. Nous avons des programmes donc, annuels d'accompagnement des entreprises au travers de salons professionnels, de missions, de showrooms, au moment desquels donc, nous amenons des collectifs d'entreprises. Nous disposons aussi d'une plateforme qui est FoodHub. C'est une plateforme très, très intéressante de mise en relation directe entre les producteurs et les acheteurs du monde entier. Et nous nous appuyons également sur nos maisons de la région à l'étranger et nos bureaux. Et nous avons donc la chance d'avoir aujourd'hui Madame Catherine Arizo, qui est notre représentante à Hambourg, donc dans le bureau de la région de l'Occitanie, basé à Hambourg. Nous nous appuyons également, le troisième levier, c'est celui de la promotion au travers de la marque Sud de France, au travers de laquelle nous faisons des actions de marketing opérationnel réguliers. Donc c'est en France, mais également à l'étranger. Et pour l'Allemagne, vous le verrez dans notre programme d'action, nous sommes présents sur des campagnes promotionnelles au sein de grandes enseignes comme Carrefour Karstadt et les Galeries Lafayette Gourmet à Berlin. Nous avons voulu vous donner quelques chiffres du bio en Occitanie d'abord, qui viennent donc de l'observatoire bio d'Occitanie transmis par Interbio. Alors, comme vous le savez tous, je pense, l'Occitanie est la première région productrice bio de France, avec un peu plus de 50 000 hectares cultivés, donc soit un x3 en 10 ans, donc c'est assez impressionnant. On a passé la barre des 10 600 producteurs bio cette année. Et donc, nous sommes devant la Nouvelle-Aquitaine et la région Rhône-Alpes. Donc, pour ces raisons, on a trouvé qu'il y avait vraiment un potentiel vu le profil au niveau production de la région, mais également, comme on vous l'a présenté, l'Allemagne, donc c'est un marché phare, c'est le premier marché bio européen, avec un chiffre d'affaires de 14 milliards en 2020 et une progression de 17%. Et on va vous le détailler vraiment dans la présentation qui suit. Il y a une forte tendance à acheter bio pour les Allemands. Il y a un fort potentiel, mais c'est un marché complexe. Et vous allez avoir tous les détails dans quelques instants. Voilà, juste pour vous rappeler le programme du webinaire. Donc, nous aurons la présentation du contexte général économique et sanitaire par M. Alexander Meinweiler, qui est le directeur du bureau de la Sopexa de Düsseldorf. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Alexander aujourd'hui, qui sera notre partenaire pour l'une de nos actions phares de cette année, qui sera le showroom qui aura lieu à Hambourg le 28 mai. Également, je vous le détaillerai pendant la partie du programme d'action. Et ensuite, donc, Catherine Arizo vous présentera le bio en Allemagne avec toutes ses tendances, ses opportunités et ses acteurs. Nous avons voulu vous partager un tout petit témoignage d'un importateur grossiste bio. Vous verrez, c'est un petit reportage de quelques minutes. On vous commentera. Et enfin, je vous présenterai le programme d'action sur l'Allemagne, notre programme d'action en 2021. Voilà, je passe maintenant la parole à Alexander Meinweiler.
Merci beaucoup, Soti. Donc, et merci pour la présentation. Donc, Alexander Mannweiler. Mon nom sonne allemand et je le suis à moitié. Je suis franco-allemand, mais je connais bien votre région parce que mes grands-parents habitaient dans le Tarn. Donc, j'ai passé mes vacances scolaires toujours là-bas et j'y tiens encore beaucoup à toute la région d'Occitanie. Je vais vous partager une petite présentation sur les trends en Allemagne et notamment le bio parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement. J'espère que vous voyez mon écran. Oui. Très bien. Donc, évidemment, comme le monde entier, également l'Allemagne a aussi été fortement touchée et l'est toujours encore par le Covid. Et le Covid était plutôt jusqu'à présent un accélérateur de trend, donc surtout pour tout ce qui est bio. Finalement, ça va encore faire progresser cette tendance à la recherche de produits sains, naturels et d'une grande transparence. Et je vais vous montrer un peu plus dans les prochaines minutes. Donc, premièrement, qu'est-ce qui est important pour comprendre les Allemands et les trends en Allemagne? Qu'est-ce qui est le plus important pour les Allemands? C'est vraiment une tendance qui se confirme ces dernières années, c'est le goût. Tout passe par le goût, c'est vraiment le critère numéro 1 d'achat pour tout consommateur. Et en numéro 2 vient la santé. J'y mets un petit point d'interrogation. En psychologie, ça s'appelle la dissonance cognitive parce que évidemment tout le monde veut se nourrir sainement. En même temps, les Allemands sont numéro 2 mondial de la consommation du sucre, juste derrière les États-Unis. Et donc, ce qui montre aussi, au final, c'est toujours le goût qui gagne, mais il y a une prise de conscience que la nourriture, c'est très important pour la santé, qui s'est accentuée ces derniers mois, ces dernières années, d'où ce plaidoyer pour la santé. Après, il faut que la préparation soit vite faite et bien faite. On avait un trend très très fort pour tout ce qui était out of home, qui a évidemment qui a stoppé net avec la pandémie, avec un taux élevé de home office, télétravail et peu de déplacements. Mais néanmoins, les Allemands aiment bien tout ce qui est préparé rapidement, où c'est assez simple à refaire, à cuisiner. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, et c'est peut-être encore plus le cas qu'en France. Ensuite, low calorie ou très protéiné, c'est un grand trend dans tout ce qui est surtout le dairy. C'est quelque chose qui est très important aussi comme trend. Et après, le prix. Vous savez sans doute tous que l'Allemagne est un pays en termes de prix pour la nourriture très très bas, voire le plus bas d'Europe. Les Allemands, ils portent une grande attention de faire des affaires et de ne pas dépenser trop pour la nourriture. Néanmoins, ces dernières années, vraiment, on a vu une premiumisation sur tout le rayon et ça s'est encore accentué avec la crise du Covid. Qu'est-ce qui est vraiment à signaler pour les Allemands, c'est que pendant le Covid, et ça perdure maintenant, c'était un sondage qui a été fait par le ministère avec plus de 1200 personnes, donc c'est vraiment représentatif, c'est que les Allemands cuisinent plus à la maison, ce qui paraît logique, mais aussi qu'ils cuisinent plus ensemble. Également, ça veut dire c'est pas chacun dans son coin, mais les gens vraiment refont la cuisine ensemble en famille ou à deux. Et c'est quelque chose qui évidemment donne de l'essor à des produits qui aident à faire de la cuisine. Et en plus, c'est rassurant pour tout le monde, ce qui est très important dans la crise. Et ce côté de rassurance est néanmoins aussi très important pour tout ce qui est bio.
Donc, les trends comme la premiumisation vont s'accentuer. Tout le monde le dit parce que on voit que la bonne nourriture, c'est important aussi pour la santé. Encore une fois, ça revient via ça. Avec le corona, le home cooking et aussi tout ce qui est surgelé a pris de l'essor pour varier les plaisirs, pour pas manger tout le temps la même chose. Et quand j'ai écrit fast food products, faut pas le comprendre dans le sens McDo. C'est vraiment dans le sens que ça soit vite préparé. Parce que la compétence culinaire de tous les foyers en Allemagne n'est pas si élevée que ça. Donc il faut faire attention à ce que les plats préparés soient simplement compréhensibles et vite faits. Ensuite, donc dans le côté sustainability, développement durable et éthique, ce qui est un facteur clé de l'essor du bio, c'est toute l'éthique et la prise de conscience que chaque consommateur a vraiment une responsabilité avec son acte d'achat. Et on voit de plus en plus le côté régional, c'est-à-dire que les gens achètent des choses qui viennent de leur région, ce qui évidemment n'aide pas pour des produits importés, même de la France. Néanmoins, étant un pays très proche, la logistique intra-Europe n'est pas perçue comme mauvaise, mais on commence déjà à avoir un peu de bashing, par exemple, pour les avocats qui viennent du Mexique ou du Pérou, parce que il faut que ça traverse l'océan et en plus ça consomme beaucoup d'eau. Donc c'est quelque chose, il y a une prise de conscience pour cela, et pour moi c'est plutôt une chance pour les pays limitrophes de l'Allemagne, parce qu'ils pourront répondre de façon logique, que la chaîne logistique est moins longue, et aussi on a l'impression de pouvoir mieux contrôler ce qu'on achète. Et last but not least, le flexitarisme, c'est-à-dire on voit de plus en plus de produits plant-based qui s'adressent pas seulement aux végans, mais vraiment à une cible de plus en plus large de gens qui se disent non, je vais acheter un peu moins de viande, je vais acheter un peu moins de charcuterie, je vais acheter un peu moins de poisson, bon, même si le poisson c'est pas du tout consommé comme en France, et faire des journées sans viande et sans protéines animaliers. Après, les végans, ça reste une niche, c'est difficile à savoir, mais c'est peut-être 1 ou 2 millions d'Allemands, pas plus, mais les flexitariens, c'est vraiment une cible qui s'agrandit très fortement, et on le voit dans les rayons, l'offre du plant-based food prend de plus en plus de place. Et surtout aussi, c'est des produits qui sont pas forcément moins chers que la viande, mais les gens ils sont prêts à le mettre si le goût va avec. Donc une entreprise que vous connaissez peut-être pas en France, mais Rügenwalder, c'est un des numéros 1 de la charcuterie en Allemagne. Ils ont fin de l'année dernière, ils ont fait plus de chiffres avec leurs produits plant-based que avec leur charcuterie traditionnelle. Ça aussi, c'est un point très important à voir pour l'Allemagne. C'est la concentration dans le GMS allemand qui s'accentue. Ça, ce sont des chiffres de 2018, mais c'est encore, ça s'accentue encore plus parce que chez Metro, le numéro 5, toute l'enseigne Real va être dispatchée entre Edeka, Rewe et Lidl, Kaufland. Donc ça va encore augmenter le poids des 4 premiers, donc Edeka, Rewe, Lidl et Aldi. Metro, ils vont se focaliser seulement sur le cash and carry. Et ensuite, vous voyez des players comme notamment DM et Rossmann. Ce sont des chaînes qui font des drogueries, donc des produits justement pour tout ce qui est d'hygiène notamment, mais aussi ils ont des rayons food et des rayons bio assez importants.
Donc, ce sont des chênes qui ne sont pas inintéressants pour le bio. Par contre, c'est que c'est que du ambient stable, donc ils n'ont pas de chêne à froid. Donc, ça dépend des produits que vous avez en tête. Ils ne seront pas disponibles pour tous. Focus sur le trend bio. Encore une fois, vous voyez le poids de la distribution et des Big Five ou des Big Four en Allemagne. C'est-à-dire 60% du chiffre d'affaires du bio se fait dans la grande distribution. Aldi, un discounter, est numéro 1 en valeur devant Rewe. Ça, c'est confirmé. Donc, c'est beaucoup de MDD bio avec des prix de plus en plus bas, qui restent évidemment au-dessus du conventionnel, mais qui sont abordables. Et ils travaillent beaucoup avec Bioland, Demeter et Naturland, qui deviennent maintenant des marques bio reconnues aussi par les consommateurs en Allemagne, et qui font aussi l'essor des produits bio dans le GMS. Il faut aussi savoir que les chaînes purement bio comme Dents, Alnatura, Bio Company, Supermarket Food and Basic sont également en croissance, et c'est certainement là où il y a plus de chances, malgré aussi leur marque propre qu'ils ont, d'intégrer des marques bio que dans la GMS, même si la GMS reste toujours ouverte aussi à des marques. Et un dernier point important pour montrer le dynamisme dans cette catégorie, c'est que les très grosses marques, vous le voyez en France, vous le voyez partout au monde, créent leur propre marque bio ou leur gamme bio, quelque chose qui ne se faisait pas encore il y a 5, 6, 7 années. Où les marques avaient peur d'avoir une gamme supplémentaire de bio pour ne pas faire poser les consommateurs des questions pourquoi le reste de leur gamme ne l'était pas. Est-ce qu'il y avait quelque chose à cacher ou autre chose? Maintenant, c'est devenu un produit lifestyle qui sort de sa niche, et du coup, les grandes marques comme Barilla ou Pizza Wagner ont leur gamme bio qui fonctionne assez bien. Sauty l'a déjà dit, la plupart des Allemands achètent des produits bio. Les chiffres qu'on a trouvés, nous, c'est quasiment que presque tout Allemand a déjà acheté un produit bio une fois l'année. Après, il y en a qui ont un panier bio très large, et il y a aussi des catégories qui sont encore très loin du bio, comme tout ce qui est les boissons. Pour les boissons, c'est un peu plus compliqué parce que les Allemands considèrent que, par exemple, de la bière ou de l'eau, c'est quasiment des produits bio. Donc, ce sont des catégories où le bio a du mal à éclore, mais dans d'autres catégories, comme par exemple dans le lait, ou même tout ce qui est sucrerie, c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux parce que ça donne aussi un peu une bonne conscience si on mange des sucreries bio. Qu'est-ce que recherche le consommateur? C'est surtout le côté moins industrialisé des produits et une qualité. Je reviens au prix. Le bio doit être plus cher que le conventionnel, parce que si le bio n'est pas plus cher, le consommateur se pose des questions. Il se dit comment est-ce possible qu'un produit bio soit moins cher? Donc j'insiste sur ce point. Évidemment, le bio doit être une valeur ajoutée pour le consommateur, ça doit se sentir, ça doit être un packaging innovant, ça doit être un goût supérieur, ça doit être une story dans la marque et des produits, mais il faut aussi que le prix soit au rendez-vous. C'est toujours subtil, il ne faut pas être trop cher non plus, mais ça vaut le coup de se battre pour des prix élevés parce que le consommateur est à la recherche de ça.
Un point important, c'est que cette tendance va rester, c'est qu'on parle de plus en plus, et ça ne sort plus maintenant des médias, des problèmes du réchauffement climatique partout, et notamment aussi en Allemagne. Donc on a beaucoup parlé des Fridays for Future en 2019, surtout en 2020 moins, et ce qui montre que surtout la cible jeune est très intéressée par ce genre de produit. Un aspect qui est encore un peu moins développé, c'est tout le côté emballage. La pollution avec l'emballage plastique est un sujet important. Néanmoins, les Allemands aiment bien aussi l'hygiène, et tout ce qui est le transport, ça doit rester pratique. Donc c'est important aussi à signaler qu'il faut trouver un juste milieu entre hygiène et sécurité de produits, et un emballage qui respecte l'environnement. Donc le bio, c'est vraiment un trend qui va persister. Le potentiel est énorme. Donc c'est bien d'investir là-dedans. La cible devient de plus en plus informée, mais aussi a soif d'informations. Donc les gens qui achètent du bio veulent savoir d'où ça vient. Donc il faut jouer la transparence. La compétition augmente. Néanmoins, comme c'est un marché en forte croissance, il y a de la place pour des nouveaux entrants. C'est évident. Et ces gens-là recherchent aussi justement la variété et de la nouveauté. Donc, ce qui est vraiment un point crucial, et ce qu'on voit, c'est que le bio doit sortir d'une niche, et c'est en train d'être fait par tous, c'est-à-dire que de se focaliser sur je suis bio et je suis bon, ça ne suffit plus. Il faut donc apporter encore plus de storytelling autour du produit pour vraiment attirer l'attention des consommateurs, et se montrer différenciant envers une concurrence qui augmente de plus en plus. Et voilà, ça sera tout de mon côté. Donc moi-même, je suis un grand acheteur de bio. On a un panier bio chez nous de au moins 50% de tout ce qu'on achète, parce que moi-même j'ai longtemps travaillé dans l'industrie agroalimentaire. Je sais ce qu'il y a dans le conventionnel, et c'est pour ça, ayant 2 enfants, j'essaye de me nourrir de façon organique le plus possible. Et j'ai déjà converti pas mal de gens autour de moi qui ont découvert que le bio, souvent, c'est quand même aussi meilleur. Et je serais ravi de trouver encore plus de produits bio, surtout venant de France, en Allemagne. Voilà. Merci beaucoup, Alexander. Maintenant, Catherine va nous développer donc sa présentation. Parfait. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Par contre, on ne voit pas ton écran, on ne voit pas ton partage d'écran. Catherine. On a une question, j'en profite pour le temps qu'au niveau technique, c'est peut-être possible de la poser. Quel est le pourcentage de production agricole en Allemagne? Est-ce que quelqu'un est en capacité d'en parler, à moins que vous en parliez maintenant? On va le développer justement. D'accord, merci. On va le présenter tout de suite. Est-ce que l'image là, c'est bon ou pas? Oui, tout est parfait là. Merci. Donc, le marché bio en Allemagne, on va commencer par quelques chiffres clés. Je reviendrai rapidement sur l'impact du Covid, parce qu'Alexander l'a très bien présenté, donc je ne vais pas être trop longue dessus. Je présenterai également les différents distributeurs dont a également parlé Alexander. La question des labels qui est assez cruciale. Avant de faire un focus sur différents produits, je précise que voilà, si le produit qui vous intéresse n'est pas évoqué pendant la présentation, il n'y a pas de souci pour faire des recherches dessus.
Et je finirai par les tendances et perspectives du marché avec quelques conseils à la fin. Alors, les chiffres clés. Donc, le marché allemand représente le premier marché européen en valeur absolue, puisqu'on a une population de 83 millions d'habitants, donc autant de consommateurs potentiels. Donc, 3 Allemands sur 4, donc 75% des Allemands consomment régulièrement ou exclusivement du bio. Ça monte à 9 Allemands sur 10 qui en consomment de temps en temps, avec une offre qui se développe de plus en plus. Alors, la dépense moyenne par habitant est de 132 €, donc c'est plus du double de la moyenne européenne. On a, alors ce sont les chiffres au 31 décembre 2020, donc ce sont des chiffres récents, 33 687 entreprises bio en Allemagne, près de 90 000 produits labellisés bio, et ça représente un peu plus de 10% des terres agricoles et 50% de... j'ai un problème, oui, pardon. Donc, c'est plus 50% de surface agricole bio en quelques années. Voilà. Et avec un revenu moyen annuel qui est malgré tout assez élevé par rapport à d'autres pays. Donc là, vous voyez la progression sur les 20 dernières années. Donc, on voit que si on prend depuis 2012, donc sur 8 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2, avec une augmentation importante en 2020 pour les raisons qu'a évoquées Alexander, avec voilà, un repli vers des produits plus simples, plus régionaux, plus respectueux de l'environnement, et donc un boom du bio l'an passé qui devrait se poursuivre à l'avenir. Donc, ça représentait en 2019 5,68% du commerce alimentaire global. Donc là, ça a encore augmenté sur 2020. En revanche, le chiffre n'a pas encore été publié. Donc, à titre de comparaison, c'est 6,1% en France. Alors, donc là, je vous ai expliqué pour le chiffre d'affaires. On a des prix de plus en plus stables, des prix généralement un peu moins chers qu'en France. Ceci dit, on augmente en gamme, des gammes de produits de meilleure qualité, ce qui explique pour certains produits une augmentation. Et on a des prix qui, pour les producteurs, les agriculteurs, sont plus stables, puisque des contrats sont désormais signés à plus long terme, leur donnent une meilleure visibilité et les protègent davantage. Alors, on a une forte demande des consommateurs allemands, une forte demande encore plus en 2020, ce qui représente aussi un peu un défi pour le gouvernement allemand pour faire face à cette demande, à éviter de trop importer. Effectivement, on parlait tout à l'heure du Mexique, du Pérou, de Chine. Voilà, l'Allemagne essaie de faire face au maximum à la demande, et sinon, au niveau européen, on essaie de répondre également. On a 2/3 des surfaces qui sont détenues par des associations de producteurs. On a parlé de Bioland, Demeter, effectivement, ce sont les principaux. Et donc, le chiffre 33 700 exploitations, donc en progression, avec de nombreux agriculteurs du conventionnel qui se convertissent au bio, avec des aides gouvernementales. Alors, ces grands producteurs, ces grandes en fait, associations de producteurs dont on a parlé sont Bioland, qui a un partenariat avec Lidl, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Demeter, qui est non seulement une association de producteurs, mais qui a également mis en place son propre label. Naturland, qui est très connu également. Et on a aussi Biokreis, que l'on croise souvent dans les magasins. Donc voilà, vous voyez un petit peu la progression avec les chiffres au 1er janvier de l'an dernier. On n'a pas encore les chiffres de cette année, enfin de 2020. Donc voilà, Demeter, c'est une association déjà très ancienne, puisqu'elle date de 1924, donc bientôt 100 ans. Bioland 1971, Biokreis, Naturland et plus récemment Biopark. Donc, ce sont des producteurs regroupés en association, donc parfois plusieurs milliers de producteurs sont adhérents à cette association et doivent pour cela souscrire à une charte de qualité, respecter des critères qui sont bien plus stricts que les critères européens. Et donc, c'est pour ça que certains, comme Naturland ou Demeter, par exemple, ont créé leur propre label qui est assez connu et reconnu par les consommateurs. Donc, c'est vraiment un argument de vente.
Donc, de plus en plus d'agriculteurs passent au bio. Je l'ai dit, beaucoup d'agriculteurs se convertissent. Donc, vous voyez qu'entre 2010 et 2019, donc en à peine 10 ans, on est passé de 22 000 à 33 700. Alors, je l'ai dit, le gouvernement a besoin de faire face à cette demande et a comme objectif, sur 10 ans, de doubler en fait la surface agricole, plus de 20% de surface agricole bio d'ici 2030. Donc, vous voyez la progression avec, vous avez les coopératives associations, c'est-à-dire en bleu, c'est-à-dire Demeter, Bioland, Biokreis, Biopark. Et au-dessus, en vert, les agriculteurs indépendants. Donc, vous voyez que ces associations, ces coopératives, ces associations d'agriculteurs représentent une part très importante du secteur bio. Voilà, et vous avez en dessous le nombre d'entreprises. Je vous ai mis quelques chiffres pour comparer avec la France. Donc, face à cette demande importante du consommateur, l'Allemagne est obligée d'importer. Donc, on a au niveau des céréales des importations en baisse, mais les transformateurs préfèrent clairement les produits nationaux ou européens. Ce que disait Alexander tout à l'heure, c'est important donc, de se dire que, certes, effectivement, les Allemands privilégient le local, le régional ou le national, mais restent ouverts aux produits européens qui sont quand même gages de qualité. Beaucoup de céréales venaient d'Ukraine, là c'est en baisse et bon, les principaux fournisseurs actuellement sont la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne. Le lait, c'est une demande toujours croissante. Bon, c'est un produit que l'on trouve désormais partout et qui est voilà, acheté par beaucoup de foyers, donc une production croissante. Toujours la nécessité d'importer. Alors là, on a beaucoup l'Autriche et le Danemark. Après, ça dépend aussi du type de lait. Par exemple, je prends l'exemple de l'Autriche. L'Autriche exporte beaucoup vers l'Allemagne, en particulier vers la Bavière, pour des fromageries. Le porc, les importations sont stables, mais la demande est en forte hausse. Hein, c'est l'animal le plus consommé. Ça vient surtout des Pays-Bas et du Danemark. Et voilà, pareil pour le bœuf bio, avec beaucoup de viande hachée. J'y reviendrai plus tard. Alors, l'impact, donc je vais aller assez vite puisque voilà, ça a été présenté tout à l'heure. Effectivement, une augmentation très nette dès les premiers mois de la pandémie. Les Allemands ont changé, fait évoluer leur mode de consommation. C'était une tendance déjà présente, mais qui a été accélérée. C'est vraiment le Covid a été un accélérateur de tendance. Et donc, 90% des personnes interrogées déclarent vouloir acheter des produits bio, au moins occasionnellement à l'avenir. Donc, c'est une tendance qui devrait voilà, s'installer durablement. On a parfois une baisse des achats bio chez certains consommateurs. Elle est marginale et elle est due en général au fait que voilà, certains ont perdu leur travail pour des raisons économiques, mais pas, voilà, pas par choix réellement. Donc, ça s'explique aussi cette hausse par un budget loisirs, restauration, voyage qui voilà, n'a pas été dépensé et donc a été reporté notamment sur l'alimentation. Donc, la grande tendance est consommer plus responsable, plus régional, voilà, avec une empreinte carbone beaucoup plus limitée. Et on a aussi, même si pour l'instant c'est encore assez limité, on a un boom des paniers bio, ce qu'ils appellent les Bio-Abo-Kisten-Abonnement de type AMAP. Je peux vous présenter le témoignage, mais je préfère le faire à la fin. Oui. Ah, à la fin, d'accord, pardon. Oui, pour pas trop couper. Alors, j'essaie de reprendre la main. Voilà. C'est bon? Ok, parfait. Alors, les nouvelles habitudes post-Covid. Donc, il y a des habitudes qui devraient s'inscrire durablement. Les consommateurs sont attachés à certaines règles qui se sont installées pendant le Covid, comme les règles d'hygiène, un petit peu de distance, de planifier davantage ses courses, d'y aller peut-être moins souvent, y rester peut-être moins longtemps dans les magasins. Donc ça, c'est quand même un critère à prendre en compte, notamment pour nos étiquetages, pour voilà, attirer l'œil du consommateur. L'offre en matière d'aliments sains s'est élargie. Alors, Alexander l'a dit tout à l'heure, on a effectivement
d'autres comportements au sein du couple qui se sont instaurés avec les hommes qui vont davantage faire les courses, qui cuisinent davantage, alors seuls ou avec leur compagne. Mais en tout cas, effectivement, les hommes se sont davantage investis dans les achats et la cuisine. On a une tendance aussi à cultiver davantage soi-même lorsque c'est possible et à manger moins de viande. Donc là, ça accentue la tendance flexitarienne dont on a parlé. Alors, le profil du consommateur bio, donc c'est généralement des personnes qui ont quand même des revenus moyens ou plutôt confortables. Donc, vous voyez plus de 4 000 € de revenus mensuels sont des consommateurs réguliers ou intensifs. Et on voit qu'effectivement, dans les personnes qui ont moins de revenus, ils sont, sans surprise, malheureusement, moins consommateurs de bio. Donc après, au niveau des hommes et des femmes, les femmes consomment davantage, mais on a quand même une tendance à un rattrapage pour les hommes. Le profil classique du consommateur bio allemand, donc c'est plutôt des catégories socio-professionnelles supérieures. Un Allemand urbain ou dans les grandes villes, moins dans les villes moyennes, ou alors qui vit vraiment à la campagne. C'est quelqu'un qui privilégie les achats régionaux, les circuits courts, avec un attachement à l'empreinte carbone. Un consommateur, ou une consommatrice plutôt, donc plutôt féminine et plutôt diplômée. Alors, les motivations, donc les conditions de production et commerce durable, des aliments sains, l'environnement, protection, climat, élevage durable, le goût, avec des différences selon les âges, avec un attachement par exemple plus important à l'environnement chez les plus jeunes, les 14-29 ans, au goût pour les 50-60 ans et des aliments sains pour les personnes un peu plus âgées. Là, vous avez le détail, plus en détail des motivations. Donc, les femmes souhaitent continuer à acheter plus responsable, plus ciblé. Donc, elles ont pris des habitudes qu'elles veulent poursuivre. Et les hommes, eux, privilégient davantage les produits régionaux. Aussi pour des raisons de soutien économique aux entreprises locales. Donc ça, c'est des tendances qui se sont déjà manifestées en 2020 et qui devraient se poursuivre en 2021 d'après les enquêtes. Alors, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les consommateurs bio en Allemagne sont ouverts à de nouvelles marques et de nouveaux produits. Donc ça, c'est un point très positif pour nous. Même s'ils ne connaissent pas la marque, même s'ils ne connaissent pas du tout le produit, ils sont intéressés pour goûter et pour acheter. Donc c'est un atout pour nos produits d'Occitanie. La fréquence d'achat des aliments bio actuellement et à l'avenir, donc ça c'est tiré d'une étude de l'année dernière. Donc 9 personnes sur 10 déclarent acheter des produits bio au moins occasionnellement. Donc après on va voir où. Donc les distributeurs. Voilà, donc selon le type de consommation que l'on a, on ne va pas forcément acheter ces produits dans les mêmes magasins. Bon, donc, consommateurs, la question ne se pose pas. Pour les consommateurs occasionnels, donc en bas à gauche, c'est la consommation donc plus rare. C'est plutôt chez les discounters, dans les supermarchés, donc plutôt Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, etc. Aussi dans les boulangeries, les boucheries, charcuteries, les drogueries sur lesquelles je reviendrai effectivement. Et également aussi sur Internet, même si ça représente encore une niche, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Pour les consommateurs réguliers, on est plutôt dans des lieux d'achat conventionnels, donc plutôt supermarchés ou parfois dans des supermarchés bio spécialisés. Pour le consommateur intensif qui souhaite vraiment avoir une offre importante de produits bio, des produits de qualité reconnus, des marques qu'il ne trouve pas ailleurs, il va les choisir dans une boutique bio, un supermarché bio, une Reform House, je vais en parler tout à l'heure. Il peut s'abonner au panier bio ou acheter directement circuit court auprès de son producteur ou sur le marché hebdomadaire.
Alors, les lieux d'achat, 9 consommateurs sur 10 de bio se fournissent en supermarché. Donc, les principales enseignes, les grands acteurs sont Edeka, Rewe, Aldi et Lidl pour la partie discount. Les supermarchés spécialisés, je vais les présenter tout à l'heure, ils représentent 25% des ventes, donc en augmentation, même s'ils ne représentent qu'un quart, c'est effectivement un marché à ne pas négliger. Et dans d'autres magasins, les magasins d'aliments naturels, type aussi Reform House, et dans les autres boutiques plus petites, ça représente 5% des ventes. Voilà, donc là, on voit nettement en haut les supermarchés, donc 9 Allemands sur 10 qui se fournissent, et Internet qui représente, voilà, pour 7 Allemands sur 10, un moyen d'acheter, de se fournir en produits bio, avec bien souvent des difficultés pour avoir des produits frais. C'est voilà, c'est plutôt du sec plutôt que des produits frais. Alors, bon, ça se traduit par un chiffre d'affaires des ventes de produits bio qui est essentiellement engrangé par les supermarchés et les discounters dont on a parlé. Viennent ensuite les magasins de produits naturels et les supermarchés bio, et les autres acteurs représentent presque 14% du total. Alors, un petit focus sur ces grands acteurs, Edeka, Rewe, Aldi et Lidl. Alors, Edeka, il faut savoir que quand vous travaillez avec Edeka, c'est le même groupe qui gère également les supermarchés discount Netto en Allemagne. Rewe travaille avec le discounter Penny, c'est le même groupe. Vous avez ensuite Aldi, et Lidl travaille avec les supermarchés Kaufland. Alors, Edeka, ils ont également Markthalle. Alors, Edeka a noué un partenariat avec l'association de producteurs Alnatura, Rewe avec Naturland et Lidl avec Bioland, ce qui ne s'est pas fait sans difficulté, puisque Lidl a aussi un petit peu poussé pour voilà, avoir des produits les moins chers possibles, ce qui aurait obligé Bioland à revenir aussi sur ses critères de qualité, sur les critères qui font l'essence même de l'association et de la qualité des produits, et Bioland n'a pas souhaité revenir sur ces critères, donc ça a pris beaucoup de temps, mais finalement ils sont tombés sur un accord, et Bioland est attaché à avoir cette image de qualité, donc n'est pas revenu sur ces critères. Alors, Aldi reste leader sur tout ce qui est produits bio. Ils ont une gamme assez importante avec, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est des périodes de test au moment de leur promotion. Ils mettent pendant voilà, une semaine un produit bio qu'on ne retrouvera pas forcément après, mais qui, s'il marche, peut être éventuellement pérennisé. Alors, les supermarchés bio, donc on a Dents, Alnatura, Biocompagnie, Basic et Super Biomarkt. Ils ne sont pas forcément présents dans toute l'Allemagne, donc je vous ai mis un petit peu le détail. Donc Dents, c'est effectivement le plus implanté, plus de 280, ils sont présents en Allemagne et en Autriche, on en a 311. Alnatura est dans les grandes villes, on peut en avoir plusieurs, enfin, à Hambourg, vous en avez évidemment plusieurs. Et certains sont présents, par exemple, pour Super Biomarkt, qui est présent juste en Rhénanie du Nord-Westphalie. Donc, c'est la région de Cologne, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, ou en Basse-Saxe, donc la région de Hanovre, donc plutôt dans le nord de l'Allemagne. Vous avez des écarts de prix importants dans ces supermarchés bio. Je rappelle que ça représente voilà, à peu près un quart des ventes de bio. Ça va de Alnatura sur un panier de 20 produits Alnatura autour de 68 € à Vitalia, qui était un acteur important qui a connu des difficultés ces dernières années, qui a dû fermer, qui a été repris, qui est à près de 100 €. Donc Alnatura et Dents sont quand même reconnus par les consommateurs allemands pour être des supermarchés à des prix intéressants pour le consommateur. Voilà, donc vous avez la répartition en dessous. On voit que Alnatura représente l'essentiel de la part de marché du bio dans les supermarchés bio en Allemagne. Donc Alnatura et Dents représentent plus de la moitié. Alors, les Reform House. Alors, la Reform House, c'est une coopérative donc, fondée en 1927. C'est un concept allemand assez
assez ancien, mais qui est en déclin depuis plusieurs années. On a une fermeture importante de magasins. On est aujourd'hui à 1200 magasins seulement contre 2800 il y a à peine 20 ans. Beaucoup sont repris en fait par des pharmacies qui développent leurs rayons diététiques ou produits naturels, compléments alimentaires, etc. Pour proposer des produits qui étaient en Reform House. Mais pour avoir le droit de s'appeler Reform House, il faut adhérer à la coopérative, c'est quelque chose de protégé. Donc j'ai parlé de Vitalia tout à l'heure, qui était une enseigne très, très célèbre, qui a dû fermer en 2010 avant d'être reprise et qui est encore un petit peu en difficulté. Alors, la principale raison de ce déclin, c'est les supermarchés, pas les supermarchés, c'est les chaînes de droguerie type DM, Rossmann, Boudny moins ou Müller, qui proposent aussi des produits diététiques. Alors, pas forcément un grand assortiment, mais à des prix très bas. Alors, ces drogueries, je viens d'en parler. Vous avez DM qui a décliné sa propre marque. Alors, il faut savoir que DM avait avant un partenariat avec Annatura qui ne s'est pas très bien terminé. Enfin, il n'est pas tout à fait terminé, mais ça s'est fini un petit peu devant les tribunaux parce que Annatura fournissait un produit bio, puis finalement DM a contacté directement les producteurs, a remplacé les produits Annatura petit à petit par les mêmes produits, mais à des prix DM et avec le logo DM Bio, ce qui fait que voilà, ça a créé quelques tensions avec Annatura. Il reste quand même des produits Annatura, mais beaucoup moins. Donc DM travaille désormais également avec Naturland. Ceci dit, Annatura continue ses coopérations avec le gros concurrent de DM qui est Rossmann, que l'on retrouve un petit peu partout. Müller, qui est aussi un acteur très important dans ce secteur, a développé sa propre marque, Bioprimo, et Boudny travaille beaucoup avec Annatura. Alors Boudny le siège est à Hambourg et l'intérêt de Boudny, c'est que c'est une entreprise qui est très ouverte aux nouveautés, y compris au niveau cosmétique. Donc, certains consommateurs préfèrent aller chez Boudny et ils ont une politique de responsabilité sociale, environnementale assez importante et reconnue. Alors, il y a également l'achat en circuit court. Alors, sans surprise, c'est un achat qu'on retrouve plutôt dans les lenders avec plus agricoles comme la Bavière. Donc, c'est au sud, 1248, le Baden-Württemberg à côté, ou également en Basse-Saxe ou en Rhénanie du Nord-Westphalie. Voilà. Donc là, vous avez également des types de magasins, vente à la ferme ou en circuit court qui se sont multipliés. L'appellation n'est pas vraiment protégée, ce qui pose aussi des problèmes et l'Allemagne souhaite légiférer là-dessus pour que le consommateur sache exactement où il achète. Est-ce que c'est vraiment du circuit court ou est-ce que c'est du pur déclaratif? Alors, vous avez également l'achat en ligne. Donc, vous avez ici quelques sites importants. Vous avez beaucoup de références de produits, y compris parfois du produit frais. Pas toujours, mais là, je voulais préciser quand vous avez des produits frais. Et vous avez notamment la marque Rapunzel qu'on retrouve dans les principaux supermarchés bio qui est très reconnu en Allemagne et où vous trouvez d'autres produits, pas simplement Rapunzel sur leur site. Voilà. Alors, on en vient à la question cruciale, je le disais, des labels. Alors, vous avez ici un aperçu de la jungle des labels plus ou moins bio en Allemagne. Donc, vous en avez un que vous connaissez tous, évidemment, le label européen, et celui qui est à côté, qui est sa transcription dans le modèle allemand, mais qui fait référence également aux critères européens. Viennent ensuite d'autres que je vais présenter maintenant. Donc, le label essentiel, c'est bien évidemment, comme pour nous, le logo européen, le label européen qui date de 1993. Le label allemand avec son logo à côté, ce logo hexagonal, il a été introduit il y a seulement 20 ans. On a fêté la semaine dernière les 20 ans de ce label. La ministre fédérale de l'Agriculture rappelait la semaine dernière dans une conférence de presse l'effet levier qu'il a joué.
La plupart des Allemands le connaissent, le reconnaissent, le citent comme critère d'achat, et c'est lui qui est présent sur l'étiquette, enfin, au recto, si on peut dire, du produit, tandis que le label européen, lui, soit est absent, soit est présent en petit derrière. Mais ce qui vraiment détermine l'achat et donne la crédibilité au produit, c'est ce label. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu, je vous ai pris un extrait de la brochure publiée par le ministère. Donc tous les aliments bio provenant d'autres pays membres de l'UE qui ont été produits et contrôlés selon la législation de l'UE peuvent porter le Bio-Siegel, donc ce label bio. Donc la demande est très simple, j'ai regardé également sur le site, je vous ai mis le lien. Le lien également pour s'inscrire directement, donc normalement ça se fait très facilement, c'est assez rapide et ceci dit, la démarche est obligatoire évidemment pour pouvoir l'utiliser et la poser sur vos produits. Vous avez le lien dans le PowerPoint pour télécharger la brochure explicative qui est en français, donc c'est un PDF que j'ai ici qui est assez court et qui explique parfaitement voilà, les critères et les démarches à suivre. Alors, donc là, ce sont des chiffres du 31 décembre 2020. Vous voyez donc sur ce gros pavé en vert, ça représente la proportion d'entreprises allemandes enregistrées pour obtenir ce Bio-Siegel allemand, donc plus de 85% sans surprise. En bleu sont les autres entreprises européennes hors Allemagne, donc autres entreprises UE, mais hors Allemagne, qui ont sollicité ce logo, et en rouge les pays tiers, donc extérieurs à l'Union européenne. Donc tous ces chiffres sont tirés d'un rapport trimestriel qui est publié par le ministère. Donc là, c'était le 4e trimestre 2020. Vous avez à l'intérieur de ce rapport, alors c'est en page 5, je vous ai fait le lien, le nombre de produits et d'entreprises labellisées. J'espère que oui, ça marche. Donc voilà, par type de produit et l'évolution par rapport au trimestre précédent. Alors on a quelques surprises, par exemple en ligne 23, les fruits, on a seulement une entreprise supplémentaire qui a sollicité le label, et par exemple les produits de l'aquaculture, on a seulement 117 produits labellisés, une augmentation de un produit par rapport au trimestre précédent. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu voilà, des produits éventuellement concurrents. Alors les autres labels, donc je l'ai dit, le logo européen est assez absent des produits, n'est pas du tout mis en valeur sur les produits, ce n'est pas un argument de vente et un repère pour les consommateurs, contrairement au label allemand. On retrouve également souvent ces labels développés par Bioland, Demeter, Naturland, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, ce sont ces associations de producteurs qui ont développé leur propre cahier des charges, leurs propres critères souvent très stricts. Et on retrouve également les labels des magasins, donc développés par Edeka, Rewe, Lidl ou voilà, Aldi. Donc pour vous donner une idée un peu plus concrète, vous avez ici des exemples de produits allemands que l'on retrouve chez les principaux distributeurs. Vous voyez que donc ce que je disais, le logo européen n'est pas forcément mis en avant. Vous retrouvez en revanche systématiquement le logo allemand. Vous avez sur le camembert bio de Rewe beaucoup de logos qui voilà, sont posés les uns à côté des autres. Donc Naturland, on a le logo européen, on a le logo sans OGM. Et voilà, sur d'autres produits comme par exemple Freshona, c'est la marque de Lidl, sur les produits surgelés, les légumes surgelés bio, il y a le logo européen, mais là encore, toujours ce logo allemand mis en avant. Alors, Alexander l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement le régional est un critère très important et a été encore renforcé durant cette crise avec la pandémie. Vous avez ici l'exemple d'une boîte d'œufs commercialisée par les supermarchés Edeka. Alors, Edeka, leur slogan, c'est Edeka, unsere Heimat. Donc, Heimat, c'est notre pays, notre patrie. Donc, vraiment un attachement au terroir, voilà, pour raconter effectivement une histoire. Ils ont développé en dehors de leur marque Unsere Heimat, la marque Bio Unsere Heimat. Et au-delà, on a également des
labels bio qui ont été enregistrés par chaque Land, voire parfois par même un district, donc c'est entre le canton et le département en Allemagne, pour insister sur le côté régional. Donc vous avez en bas le bio régional du Bade-Württemberg, le bio régional de Hesse ou du district de Rhône, ou voilà, le bio du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Donc là, on retrouve aussi cet attachement à la régionalité développé sur les sites Internet. Donc, par exemple, sur celui de Biocompagnie, la régionalité, le véritable bio. Et des cas, j'en ai parlé, où vous avez également Rêvé qui insiste sur le côté régional. Alors, on vient maintenant sur le focus plus produits, avec les produits les plus vendus. Donc, vous avez ici un graphique qui présente en vert voilà, les produits vendus exclusivement ou fréquemment auprès des consommateurs. Et vous voyez que les œufs arrivent en tête. Les fruits et légumes ont énormément profité de cette année 2020, compliquée par ailleurs, mais voilà, qui a boosté les ventes de fruits et légumes. Les pommes de terre aussi, qui ont aussi profité d'une année plus difficile du point de vue commerce conventionnel sur la pomme de terre. Les produits laitiers, voilà, toujours très vendus. Et effectivement, les boissons, c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, vous avez le détail vraiment par produit, sur lequel on va revenir maintenant, avec la croissance du chiffre d'affaires en 2019, la croissance des ventes. Alors les œufs bio, donc largement leader, 3 Allemands sur 4 en achètent exclusivement ou fréquemment. C'est un produit qu'on retrouve de toute façon chez tous les distributeurs, du discounter voilà, jusqu'au supermarché bio et sur les marchés. Forte hausse des fruits et légumes, pommes de terre bio, avec les pommes très vendues. Les carottes, l'Allemagne en produit 48% et 52% et importe le reste. Les tomates, malheureusement, beaucoup d'importations, beaucoup viennent d'Espagne essentiellement, d'Italie, des Pays-Bas, mais assez peu d'Allemagne. Les poivrons également, voilà. On a aussi une grosse progression des produits, des substituts de lait, des substituts de viande bio qui font écho et répondent à la demande voilà, des flexitariens et consommateurs véganes. C'est des produits que l'on retrouve à la fois dans le conventionnel et de plus en plus dans le bio. Voilà. Un gros boom des produits, des aliments pour bébés, ça a été ce qui a été le plus vendu en 2020. Donc là, vous avez au niveau un petit peu des concurrences, les produits, les pays exportateurs par rapport à ces différents produits. L'Espagne, alors sans surprise, l'Espagne c'est la première surface agricole bio en Europe, donc forcément elle inonde un petit peu le marché européen, que ce soit voilà, en France ou en Allemagne. Donc en Allemagne ils sont particulièrement présents. On a la France qui est deuxième, là, je crois que c'est l'Italie qui est le troisième pays en termes de surface agricole bio, et l'Allemagne arrive en quatrième. Donc les tomates, je l'ai dit, la pomme de terre vient surtout d'Égypte. Alors ça, c'est quelque chose qui est important de plus en plus pour les Allemands, on l'a dit, le fait de rechercher des circuits plus courts, alors idéalement d'Allemagne ou des pays limitrophes, mais le fait que ça passe la Méditerranée pose de plus en plus problème aux consommateurs. Les dépenses des ménages allemands en achat de légumes bio, donc on voit, là c'était des chiffres 2019, on n'a pas encore les études précises pour 2020, on a des tendances mais pas encore les chiffres précis, ils devraient paraître au cours du mois de février. Donc on voit déjà entre 2018 et 2019 une grosse augmentation de la consommation de fruits et légumes. Il y a eu réellement un boom et ça s'est accentué évidemment en 2020. Vous avez aussi les tendances, voilà, notamment les carottes que l'on retrouve partout, les oignons qui ont beaucoup progressé, les asperges, c'est un petit peu une spécificité allemande, chaque région est fière de ses asperges et les Allemands en mangent beaucoup, ils cuisinent beaucoup.
Alors, je vous ai mis les coordonnées d'un grossiste, alors importateur, pour ce qui est de Rinklin Naturkost, qui est basé dans le Bade-Württemberg. Alors, Weiling est un grossiste, c'est a priori pas un importateur, mais un grossiste, mais c'est le deuxième plus gros d'Allemagne, donc c'est quand même à connaître. Je vous ai mis une photo un petit peu des légumes secs. Les légumes secs donc ça c'est pris dans un supermarché bio allemand, en l'occurrence c'était chez Alnatura. Vous voyez qu'il y a quand même un choix important. Alors ce qui est un peu étonnant sur les légumes secs allemands, c'est que beaucoup sont importés en bio, sont importés de Turquie. Il y a quelques producteurs français, mais sinon la plupart viennent de Turquie. Donc là aussi, il y a peut-être des choses, un marché à creuser. Donc, pas mal de choix. Les boissons, alors, on a d'une part les jus de fruits, mais on a aussi la consommation de limonade qui est en hausse en Allemagne. Donc, les Allemands aiment beaucoup les boissons gazeuses et la limonade en particulier. Avec voilà, un petit peu une nouveauté depuis quelques années et la présence d'un nouvel acteur, nouveau si on peut dire, puisqu'il s'agit de Coca-Cola qui a intégré le marché bio en proposant sa limonade bio dans un contenant plus écologique. Donc, Coca-Cola a commencé à être très présent sur le marché allemand. Et en 2019, ils ont élargi leur gamme avec des boissons light, des boissons véganes qui rencontrent du succès. Alors, les jus de fruits sont très appréciés des Allemands, en particulier le jus de pomme bio, les jus d'orange, les multivitamines. Et après, on a toutes sortes de cocktails de fruits, de cocktails de jus de légumes, voilà, qui sont également vendus. Les biscuits et chocolats, donc là aussi, c'est un marché qui se développe pour se donner effectivement bonne conscience. C'était une niche avant, mais là, ça s'est vraiment développé. Pour vous donner une idée, on a le salon ISM, qui est le plus grand salon mondial de la confiserie et des snacks, qui a eu lieu l'an dernier à Cologne, où on pouvait recenser de plus en plus d'exposants présentant des produits bio. 447 voilà, sur 1770 exposants contre 282 seulement 3 années avant. Donc voilà, les exposants et les entreprises ont bien compris le potentiel que pouvait représenter ce marché et proposent de plus en plus de produits bio. Alors, les goûts, on retrouve un petit peu les mêmes goûts que dans le conventionnel, plus davantage de biscuits à l'épeautre, par exemple, que on retrouve moins dans le conventionnel. Toujours les saveurs amandes, les sablés, les fruits secs, des biscuits un petit peu chocolatés. Et bien souvent, sur les boîtes, on peut voir d'autres labels apparaître, et tout ce qui est notamment relatif au commerce équitable, qui est toujours bien vu. Tout ce qui est relatif à la responsabilité sociale et environnementale est un facteur important dans le choix d'achat. Je vous ai mis un lien, c'est biochocolade.de, donc un site de vente de chocolat allemand spécialisé dans le bio, avec pas mal de choix et notamment déjà quelques chocolats français. Les huiles, alors là, les Allemands en consomment beaucoup. Ils ont tendance à cuisiner davantage. Comme pour nous, ils se nourrissent aussi des émissions culinaires que l'on peut voir à la télévision et qui ont le mérite de donner quand même quelques formations, quelques informations sur les huiles, voilà, comment les accommoder, avec quoi les utiliser. Donc, on a des consommateurs de mieux en mieux informés, de plus en plus sélectifs, qui sont très attentifs à l'impact environnemental de ce qu'ils consomment. Et ils vont donc acheter de plus en plus d'huiles différentes aussi. Alors, pas forcément dans des grands formats, mais avec des packagings plus petits. On a beaucoup d'huiles qui sont avec des contenants de 25 centilitres ou même 10 centilitres, des tout petits flacons. Je vous ai fait une photo qu'on va voir tout à l'heure. On a l'huile de colza qui est toujours la plus consommée, mais on retrouve également des huiles très différentes, comme vous allez le voir derrière. L'huile d'olive, le goût, est effectivement un argument de vente essentiel, et on retrouve d'autres huiles, que ce soit de coco, de lin, de courge, de chanvre,
Voilà, donc là, vous voyez, c'est des photos qui ont été prises chez, je crois que c'était Dents, Alnatura et également dans un supermarché Kaufland. Si vous regardez en bas à gauche sur la bouteille d'huile bio Raps, vous voyez que sur le devant de l'étiquette se trouve toujours le fameux logo allemand, bio, et à l'arrière seulement, en plus petit, vous avez le logo européen, à côté du logo vegan. On a également pas mal de choix d'olives. Les Allemands aiment bien prendre de l'apéritif et aiment bien consommer des olives, donc c'est aussi un marché intéressant. Et là, ce sont uniquement des produits bio que vous voyez sur la photo. En haut à droite, vous voyez les tout petits contenants dont je vous parlais, donc 10 centilitres pour certaines huiles, notamment les huiles de courge. Alors, les tartinables, donc ça correspond aussi à la culture allemande qui est de ne pas forcément manger un repas chaud le soir. On est souvent sur ce qu'on appelle Abendbrot, donc c'est une tranche de pain sur laquelle on va mettre, tartiner du fromage, une pâte, un pâté, mettre de la charcuterie ou du fromage en tranches, c'est souvent vendu en tranches. Donc là, on a tout un panel de produits tartinables qui sont adaptés à cette consommation du soir. Donc, bien souvent, ça va de pair avec le logo vegan lorsque c'est possible. C'est un argument de vente supplémentaire. Donc, on a un choix vraiment très important de produits tartinables. Tout ce que vous voyez sur la première photo, ce ne sont que ça. Voilà, vous avez également pas mal de confitures. Le marché du miel est, lui, en revanche, assez saturé. Donc, on retrouve parfois quelques produits français, mais finalement très peu. Et dans l'ensemble, dans les supermarchés bio, spécialisés bio, très, très peu de produits français. En revanche, beaucoup de produits italiens qui mettent en valeur, d'ailleurs, leur origine italienne. Les fromages, donc on a une consommation en forte augmentation avec toujours ce besoin de transparence et de régionalité. Donc les Allemands mangent plutôt des fromages à pâte ferme qui sont aussi bien adaptés pour ce fameux repas du soir dont je vous parlais, souvent présentés en tranches. Ils aiment, ceci dit, des fromages aussi type chèvre qui sont assez blancs, assez clairs, qui pour eux offrent un peu une garantie de transparence. On a, d'un point de vue marketing, pas mal de fromages aussi avec des croûtes, avec des fleurs décoratives, des graines, des herbes qui sont présentées. Et ce qui peut être un argument de vente supplémentaire, c'est le contenant qui doit être naturel, durable. Donc là, je prenais l'exemple d'un fromage qui est présenté dans un film compostable. Voilà, l'idée étant d'aller vers le zéro déchet. Donc, vous avez deux importateurs grossistes vraiment importants, reconnus. Vallée Verte qui présente l'avantage d'avoir des interlocuteurs bilingues, en français et en allemand. Ils sont installés à la fois à Kehl en Allemagne et à Paris. Donc, je vous ai mis le lien. Vous avez le catalogue complet. On a des produits d'Occitanie aussi déjà dessus. Et un autre acteur poids lourd du secteur que vous connaissez sans doute déjà, Fromy, très, très reconnu. Voilà. Et je vous ai mis le lien vers leur page où sont présentés tous les fromages français. 6000 références en tout, dont pas mal de fromages français. La viande, la charcuterie, donc ça représente encore assez peu par rapport au commerce conventionnel, mais là aussi c'est en forte hausse malgré tout. Beaucoup de viande hachée qui est vendue, donc là on en trouve que ce soit chez les discounters ou en supermarchés classiques, ça prend de plus en plus de place et c'est de plus en plus acheté. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai mis également un tableau comparatif du prix de la viande entre la viande conventionnelle et la viande bio. Voilà, avec la production de viande en Allemagne, donc essentiellement du bœuf et du porc, évidemment les deux viandes les plus consommées. L'offre, la demande plutôt par les consommateurs est de plus en plus importante. On a tous en tête les scandales des abattoirs et des élevages, que ce soit de porc, de volailles, etc. Ça a eu pas mal d'écho aussi en Allemagne et donc il y a une demande de consommateurs beaucoup pour le bien-être animal.
Alors, on a désormais une étiquette systématique sur la viande qui précise, cet étiquetage précise le type d'élevage. Donc, ça va du 1, qui est donc l'élevage de base, à l'échelon 4, qui est premium, où l'animal a plus d'espace pour évoluer. Donc, on a également l'initiative Tierwohl qui a été mise en place, je crois que c'était en 2015, pour signaler aussi un élevage un peu plus respectueux de l'animal, et ce nouveau label, là encore hexagonal, qui a été mis en place par le gouvernement et attribué pour l'instant seulement à la viande de porc, pas aux autres viandes, pour les viandes, pour les élevages qui répondent aux critères de qualité et de respect du bien-être animal. Alors, je vous ai mis également une photo pour que vous voyez bien dans les supermarchés. Ce n'est pas forcément le bio qui est mis en valeur, pourtant vous avez des produits bio en dessous, mais ce qui est marqué en gros, c'est Tierwohl, donc le bien-être animal. Et à droite, donc toute la partie verte, ce sont des produits bio, mais là encore, ça n'apparaît pas forcément dessus. En revanche, le côté bien-être est mis en avant. Donc, Tierwohl Product, donc les produits bien-être animal. Or, si on regarde de plus près, ce sont bien des produits bio. Donc, voilà, toujours insister sur ces conditions d'élevage. Les produits de la mer, donc là aussi, on a de plus en plus de consommation, même si ça reste encore peu par rapport aux autres produits, mais ça fait écho là aussi au scandale sanitaire, à la pollution. Donc, tout comme en France, vous ne pouvez pas labelliser bio des produits, des poissons voilà, issus de la pêche en pleine mer, parce que là, évidemment, on ne peut pas contrôler ce qu'ils ont pu manger, mais au niveau des fermes d'aquaculture, en revanche, c'est très surveillé. Et là, vous avez la possibilité de solliciter le label bio. La demande est croissante, mais les Allemands ont du mal à faire face, les entreprises allemandes à faire face à la demande. Vous avez une règle en Allemagne qui empêche un nouvel exploitant de s'installer avec une ferme d'aquaculture. Vous ne pouvez que transformer une ferme existante, en fait. Vous ne pouvez pas faire une nouvelle ferme d'aquaculture bio, il faut transformer quelque chose qui existe déjà. Donc l'Allemagne reste le premier pays en achat de poissons bio, même si vous en avez encore peu qui est consommé. Le choix reste limité. Mais je pense quand même que ça peut être un marché intéressant. Voilà, la réglementation est stricte et l'Allemagne est obligée de beaucoup importer. Naturland a mis en place son propre label, même si ce ne sont pas forcément des choses absolument bio quand c'est Wildfish. En revanche, si c'est du poisson d'élevage, ça répond à des critères très stricts. Et vous avez Bioland qui a rajouté un critère supplémentaire, puisque Bioland, tout au long de la chaîne de fabrication, d'une certaine manière, n'utilise aucune farine animale. Donc là, les critères sont particulièrement stricts, plus encore que Naturland Wildfish. Donc, ce sont des critères Naturland ou Bioland qui sont très connus des consommateurs et qui les rassurent énormément. Les pays fournisseurs, donc je vous les ai notés par rapport au type de poissons. Donc, on a voilà, les principaux poissons qui sont consommés en Allemagne et leur pays d'origine. On voit que la France est quand même parfois présente sur voilà, l'omble, la truite. Ou évidemment les huîtres, mais sinon voilà, on a pas mal de concurrents. Un importateur grossiste important, reconnu, Deutsche See, présent à Hambourg et à Brême, avec 35 000 clients en Allemagne, et voilà, vous avez le lien également vers les interlocuteurs. Alors, les produits Occitanie Sud de France bio en Allemagne, quels sont leurs avantages, leurs atouts et quelles sont leurs faiblesses? Alors, leurs forces, on l'a dit plusieurs fois, une crise du Covid qui a renforcé le marché du bio en Allemagne et la forte demande.
On a beaucoup parlé depuis le début de ce webinaire de l'attachement au régional. Je pense vraiment que le fait d'être français n'est pas une difficulté pour le consommateur allemand. Les produits français jouissent d'une très bonne réputation. Les Allemands aiment beaucoup la France. Ils aiment retrouver aussi les produits qu'ils ont consommés lorsqu'ils étaient en France. Et le fait de noter quelque chose sur l'étiquette, un mot en français, un mot avec un accent, parfois même, on voit avec des fautes d'orthographe, mais du moment qu'il y a un accent, ça fait français, c'est un argument de vente. Donc, on trouve facilement en Allemagne, dans les supermarchés, des produits qui d'ailleurs ne sont pas forcément fabriqués en France, mais qui sonnent français, et c'est toujours un argument de vente. Donc un produit français, et a fortiori d'Occitanie, a de bonnes chances de rencontrer son public en Allemagne. Donc on est reconnu déjà en tant qu'Européen et aussi en tant que Français pour offrir des produits sains, contrôlés, rassurants, sûrs. Et ce qui a été dit tout à l'heure par Alexander, voilà, il faut raconter une histoire. Il faut, les Allemands le font pour leurs propres produits, il faut le faire aussi pour le côté français. Lorsqu'on présente son histoire, c'est à montrer que c'est à rattacher à un terroir, que c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans une continuité. Travailler l'image du Sud, l'image Sud de France, Südfrankreich en Allemagne, c'est un mot qui fait rêver, qui fait vacances, qui fait soleil, qui fait mer. Il faut jouer là-dessus. Et les Allemands sont très attachés à soutenir les petits producteurs, donc a fortiori ceux de leur région, mais également ceux des autres régions qui voilà, respectent une culture durable avec des essences locales, aussi des viandes locales. Et la marque Sud de France bénéficie déjà de l'avantage d'être reconnue par les professionnels du vin. Les faiblesses, alors on a un budget alimentation qui est plus faible en Allemagne qu'en France, d'une manière générale. Après, sur le bio, ça reste c'est un petit peu la tendance inverse, hein, c'est que la part augmente. Les produits français sont souvent plus élevés que les produits concurrents. Il faut veiller au packaging, avoir vraiment en tête, les Allemands, ils sont très attachés à avoir un packaging durable, voilà, plutôt zéro déchet. On a beaucoup de produits allemands, beaucoup de produits régionaux, mais bon, j'ai expliqué aussi comment contrer ces tendances ou répondre aussi à ces tendances, montrer que ça peut aussi aller dans le même sens. La région Occitanie est encore peu connue en Allemagne, c'était une nouvelle région, un nouveau nom. Ce n'est pas forcément bien identifié par les Allemands, donc le fait de dire Sud de France, en revanche, peut contrebalancer cette difficulté. Les SICO ne sont pas forcément reconnus en Allemagne par les consommateurs, c'est-à-dire qu'ils ne les connaissent pas. On a en Allemagne très peu de labels rouges, IGP, ou voilà. C'est pas quelque chose qui est mis en valeur sur les étiquettes. Donc pour nous, voilà, on sait que ce sont des produits de qualité. Pour les Allemands, c'est pas forcément quelque chose auquel ils vont prêter attention. On a en Allemagne une multitude de labels régionaux, donc il faut arriver à se démarquer par rapport à ça. Et pour les produits au lait cru, c'est assez peu développé en Allemagne. On en a quand même, notamment dans les supermarchés bio, vous pouvez trouver des fromages au lait cru, puisque j'en ai acheté moi-même, donc on en trouve. Les menaces, la concurrence d'autres pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne, la Grèce, très très présents dans le bio. Les produits régionaux allemands et une des conséquences de la crise du Covid, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat, mais qui pour l'instant en Allemagne reste malgré tout assez limité économiquement. L'Allemagne bénéficie d'un pack de mesures d'aide et de soutien qui a permis de limiter voilà, un petit peu les conséquences. Les opportunités, donc demande croissante de produits bio régionaux et à minima européens, donc les Allemands ne sont pas fermés aux produits européens. Demande croissante de produits véganes, à la fois pour la clientèle végane et pour la clientèle flexitarienne. On a un intérêt pour la restauration collective, je vais y venir juste après, et une recherche de produits de meilleure qualité. On a 83 millions de consommateurs potentiels, donc voilà, il y a
Les tendances et perspectives. Les tendances, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, les alternatives végétales à la viande et au lait. Donc avant, on trouvait essentiellement des produits à base de protéines de soja. Désormais, c'est aussi de l'avoine, du riz, de l'amande, de chanvre, pois. Enfin, on a tout un panel de produits que l'on retrouve à la fois en supermarché et avec une déclinaison bio. Donc voilà, 68% d'origine bio en 2020, 86% dans le conventionnel. La demande de lait végétaux augmente plus fortement que le lait classique. La tendance végane, effectivement, on estime entre 1, 2, voire 2,6 millions d'Allemands véganes, mais en revanche, beaucoup de flexitariens, 55%. De végétariens, et donc tous les produits qui peuvent répondre à cette demande sont en fort développement. On a de plus en plus de restaurants, on en avait 250 juste avant au début de la crise du Covid, qui étaient des restaurants véganes en Allemagne, donc pas mal à Berlin. Sur une carte dans un restaurant en Allemagne, maintenant, c'est un peu un devoir pour le restaurateur de proposer des produits véganes. On a donc 40% de repas sans viande et 15% de repas végétariens qui sont pris au travail. Donc, ce qui m'amène à parler de la restauration collective. C'est une tendance à suivre. On a presque 12 milliards de repas consommés en 2019 hors domicile en Allemagne. Il y a un intérêt pour les entreprises à s'intéresser à cette question des produits qu'ils vont proposer lors des repas pris en collectivité, pour une question aussi économique, pour limiter le gaspillage, proposer des choses qui ont du goût et qui sont appréciées, ça évite de moins jeter. L'Allemagne regarde de près ce qui se passe à la fois au Danemark. Alors, le Danemark fait toujours... est un peu un modèle en termes de bio, puisqu'on a par exemple à Copenhague 90% des cantines, 90% de l'alimentation proposée en cantine qui est bio, mais il s'intéresse aussi à ce qui s'est fait en Autriche, et donc à Berlin par exemple, on a à partir de cette année 50% de l'alimentation à l'école primaire qui doit passer en bio. Il s'intéresse également à la loi qui était passée en France je crois que c'était en 2018 pour soutenir le bio. Donc, pour finir, quelques conseils. Alors, je pense avoir lourdement insisté dessus, mais la question du label avec le logo allemand me semble vraiment fondamentale. Avoir une approche régionale, parce que parfois les tendances sont un petit peu différentes d'un land à l'autre. Donc, ne pas hésiter à creuser un petit peu plus quelle est la tendance de consommation dans tel ou tel land d'Allemagne. S'appuyer sur une de nos forces pour les produits Sud de France, c'est vraiment l'image France, l'image Südfrankreich, l'art de vivre. Ne pas hésiter à mettre des mots en français sur les étiquettes, c'est toujours plus vendeur. Lors des contacts avec les professionnels en Allemagne, proposer une documentation en allemand. C'est une interlocutrice qui m'expliquait la semaine dernière encore que les Allemands, lorsqu'ils vendent, vont parler anglais, lorsqu'ils achètent, ils vont parler allemand. C'est-à-dire que vos produits viennent en concurrence avec d'autres produits. On a un marché qui est de plus en plus riche en termes de choix. Et donc, pour faire la différence et faciliter le contact avec l'acheteur, il faut prendre cette peine de faire traduire les documents en allemand. Après, le reste des négociations pourra éventuellement se faire en anglais, mais avoir une accroche en allemand. Prévoir, mais ça vous le savez, des dégustations, des échantillons, panier découverte, adapter le packaging, toujours plus durable, plus biodégradable. Il faut parfois aussi adapter un petit peu le goût, la texture. Les Allemands rajoutent souvent un petit peu de sucre dans tout, donc c'est des choses à travailler parfois un petit peu. Pour avoir une chance de percer aussi sur ce marché, il faut se démarquer des autres, mettre en avant la spécificité de votre produit, qu'est-ce qui le différencie des autres. Être présent sur les salons. C'est vrai que là, on a eu beaucoup de digital. On espère pouvoir repasser rapidement en présentiel. Et comme pour toute relation commerciale, être fiable et rigoureux dans une relation partenariale équilibrée. Je vous ai mis un exemple de produit d'Occitanie, donc le riz rouge de Camargue. Vous voyez que alors, le label allemand n'y est pas, mais en revanche, on a la marque Rapunzel qui est quand même une référence pour les Allemands et un petit drapeau français qui rappelle l'origine.
Voilà, donc pour conclure, le marché bio s'est beaucoup développé avec la crise en 2020, avec de bonnes perspectives pour l'avenir, des habitudes qui sont vraiment ancrées maintenant dans la consommation des Allemands, un pouvoir d'achat qui a été relativement pour l'instant épargné en Allemagne. J'espère que ça pourra se poursuivre en 2021. Les acteurs de la grande distribution, les supermarchés, les discounters sont essentiels. Il ne faut pas non plus négliger les supermarchés bio. C'est un marché concurrentiel, mais on pense réellement qu'il y a de la place pour les produits français en tenant compte des nouvelles tendances flexitariennes, végétariennes et véganes. Voilà, je vous ai mis les sources d'où proviennent les différentes informations, donc qui sont des rapports ministériels, on a également des rapports de branches, des portails statistiques, qui sont à chaque fois des sources officielles. J'ai terminé, Soti. Merci beaucoup, Catherine. Je propose qu'on passe le petit témoignage, puisqu'il s'agit du grossiste importateur. Alors, il est très très court, c'est quelques secondes. Je vais le faire, Catherine, si tu veux. Voilà. Je vais le passer et tu peux pouvoir commenter en même temps. Alors, si tu attends une seconde, oh, tu peux y aller. Oui, merci. Oui, donc 2020 était pour nous une année pleine de succès. Vraiment, la crise du corona a joué en notre faveur. Ça a été une année très, très stressante pour nous, à la fois pour nous gérants, mais également pour toute notre équipe de collaborateurs. On a dû aller vraiment jusqu'à nos limites et cette année nous a absolument épuisés. Donc là, il s'agit de Harald Rinkling, qui est donc le gérant de l'entreprise dont je vous ai mis le lien pendant la présentation. C'est un grossiste importateur spécialisé dans les légumes bio. Et donc c'est une référence en Allemagne. Il a augmenté de 18% son chiffre d'affaires. Alors ça s'est un petit peu calmé en fin d'année, mais d'une manière générale, c'est quand même ça reste très important. Il a prévu d'agrandir son usine. Il a beaucoup investi, donc c'est la preuve qu'il croit vraiment dans l'avenir des produits bio en Allemagne. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va passer du coup à la partie questions-réponses. Je reviens, je partage juste mon écran. Pardon. Donc, il y a quelques questions. Donc, on va essayer de répondre au maximum maintenant, mais je pense qu'il y en a pas mal. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui, il y en a pas mal qui concerneront donc peut-être, qu'on traitera, je vais dire, dans un second temps. Alors, il y avait déjà justement par rapport à Rinkling, savoir si c'est seulement un grossiste fruits et légumes. Alors, c'est un importateur. Il faut que je vérifie. Moi, je l'avais vu surtout pour les fruits et légumes. Je vais revérifier ça. Je vous donne la réponse dans la journée. Oui. D'accord. Il y a aussi une question sur le taux de marge. C'est une question un peu plus technique, commerciale, pris par les distributeurs sur les produits bio. Est-ce que c'est plus ou moins que les importateurs et distributeurs conventionnels? Là, je pense qu'il faudra qu'on explore dans un second temps aussi. Oui, mais je les note pour pouvoir rechercher, donner une réponse. Et pareillement, on a vu là les pourcentages en fait en termes de consommation de fruits et légumes entre les différents légumes et fruits. Et du coup, on n'a pas vu apparaître la pomme. Alors, je l'avais, la pomme, je l'avais mise sur la consommation des fruits et légumes, parce que c'est très vendu, hein, la pomme bio. En fait, dans la consommation bio des fruits. Dans le détail. Oui, ça devait être dans autres fruits. C'est très, très vendu, hein, les pommes bio. C'est une base.
moins pour les poires. D'ailleurs, d'une manière générale, on a peu de poires en Allemagne et peu de choix, mais en revanche, la pomme, il y a un choix toujours très important. Oui, c'est une base. On vous donnera aussi le pourcentage. Le chiffre. Oui, je le note, à rechercher le chiffre. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce secteur particulier que le pet food. Et voilà, il y a M. Pock qui voulait avoir des informations sur la dynamique du pet food bio en Allemagne. C'est pour les animaux domestiques ou... Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, il faut que je recherche parce que je suis justement tombée, alors c'était avant-hier, je crois, sur un article dessus. C'est quelque chose qui se développe. C'est de plus en plus proposé. Après, je n'ai pas les chiffres. C'est pas quelque chose que j'ai creusé, mais je suis tombée sur un article dessus. Donc, c'est que c'est effectivement une tendance et on le retrouve de plus en plus pour les animaux domestiques des aliments bio. Alors après, il faut que je regarde quels sont les distributeurs et si ça se retrouve chez Fressnapf ou des choses comme ça qui sont des chaînes de distribution d'alimentation pour les animaux. Je recherche ça, oui. D'accord, merci. Et il y avait aussi une question au tout début. Alors, c'est plus par rapport au profil consommateur allemand. Déjà, je ne sais pas si on a cité le panier moyen, mais pour le bio. Alors, parce que j'avais les 60 € au début. Non, je n'ai pas le panier moyen à chaque passage. Oui. C'est quelque chose en plus qui va changer puisque les Allemands prévoient d'espacer leurs courses. Donc, c'est quelque chose qui va monter, mais voilà, en étant espacé. Non, j'ai que le chiffre moyen qui ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'entre la personne qui n'achète pas du tout et la personne qui achète beaucoup, il faut s'intéresser à ceux qui achètent. Donc, il faudra avoir le détail. Je le recherche également. Oui. Et oui, après, c'est très précis, mais le pourcentage en fait de prix en plus que le consommateur allemand accepterait de mettre pour acheter du bio. Je pense que c'était ça la question aussi. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir auprès de Ökolandbau. Je vais regarder. C'est l'organisme qui regroupe les producteurs bio et c'est un site où vous avez pas mal de conseils pour les producteurs bio allemands pour commercialiser leurs produits. Donc, j'ai fait pas mal de recherches chez eux. Je vais regarder dans leur partie là-dessus sur en fait, c'est jusqu'à combien le consommateur est prêt à payer pour les produits. Oui, c'est ça. En plus qu'un produit conventionnel. Oui. Par rapport au conventionnel. Oui. Là, j'ai encore une question de M. Claude Sarda qui demande si on peut avoir une approche directe des enseignes. Alors, on a, par exemple, si je prends l'exemple d'EDEKA pour les supermarchés, donc EDEKA propose pas mal de produits bio. Ils sont organisés, alors on a 7 zones en Allemagne avec voilà, des regroupements d'EDEKA, mais chaque EDEKA est indépendant, un petit peu comme le modèle d'Intermarché en France. Donc, vous pouvez passer par exemple, EDEKA Nord si vous visez cette zone-là, mais vous pouvez également démarcher directement le supermarché. Donc, vous pouvez avoir un gérant qui a soit un supermarché, soit 2 ou 3, ça arrive régulièrement. Donc là, on peut avoir un contact direct avec eux. Pour Alnatura et les autres, je vais regarder exactement quels sont les... Donc, ce serait plutôt Alnatura, Dance. Toi, tu connais ces biocompagnies ou Soti? Oui, c'est ça. Et d'expérience, malgré tout, les enseignes demandent en général de passer par un importateur. La négociation se fait en direct avec l'enseigne. C'est ce qu'on fait par exemple avec Carrefour Karstadt tous les ans. Mais après, donc, on nous oriente vers un importateur. Voilà. Après, on a la plateforme dont je t'ai parlé. Il faut regarder quelles sont les entreprises partenaires, mais je pense que le bio doit en faire partir. Donc, la plateforme GoToEMA, avec laquelle on doit avoir un échange là prochainement pour voir comment mettre en contact nos entreprises d'Occitanie avec des distributeurs allemands. Donc, il fonctionne à la fois avec des entreprises comme Coca-Cola, Nestlé, mais également avec des petits producteurs. Ils ont vraiment un panel et ça marche très bien. Ils mettent en contact avec voilà,
les grands distributeurs. Donc ça, c'est à fouiller. On doit avoir un échange prochainement avec les responsables. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer après dans la partie plan d'action, mais je le développe là. Donc, on a avancé suite à la semaine e-commerce et on a normalement identifié une plateforme de mise en relation B2B. Alors là, c'est que ce soit conventionnel ou bio. Donc, pour vous mettre en relation avec voilà, des professionnels, des acheteurs, par rapport à votre filière. On vous l'expliquera plus en détail une fois qu'on aura plus avancé donc, dans nos négociations. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vais passer justement au plan d'action Allemagne, donc notre plan d'action pour 2021. Donc, on a fait pour vous ce webinaire d'abord pour vous préparer à Biophare qui aura lieu en digital cette année. Donc, je sais que finalement, il y a peu d'entreprises qui sont intéressées par ce format digital. Mais voilà, il aura bien lieu en tout cas. Et on a quelques entreprises malgré tout qui y participeront. Et on voulait faire un focus sur le showroom, donc Occitanie Food, que nous avons prévu en présentiel. Donc, on a voulu rester optimiste malgré le contexte sanitaire. Et je voudrais peut-être demander à Alexander s'il veut commenter par rapport à cette partie, parce que normalement, il y aurait une période où le présentiel semble possible, qui serait donc entre mai et septembre. Je ne sais pas, Alexander. Oui, on croise tous les doigts que ça sera le cas, mais voilà, la campagne de vaccination a commencé en Allemagne, mais il y a encore du chemin à faire, disons, pour être positif. Néanmoins, en ce moment, les chiffres sont un peu à la baisse et on pense tous ensemble, pour tous nos clients, en effet que des campagnes en physique seront possibles et voulues aussi, parce que tout le monde a soif de, pas forcément de se toucher, mais au moins de se voir en live cet été. Donc printemps-été. Donc nous, on est encore à date assez confiants. On est en échange régulier avec Soti justement pour ça. Donc à date, on privilégie encore une mise en relation avec les acheteurs en live à Hambourg fin mai. Et on y croit. Il y aura certainement des mesures sanitaires encore à mettre en place. Néanmoins, cela devrait être faisable et certainement plus apprécié par tous que d'un événement digital, même si tout le monde a l'habitude de le faire. C'est possible, c'est aussi une option, mais justement pour tout ce qui est food, c'est quand même plus simple de démontrer les produits, de les faire déguster. Donc à date, on part là-dessus. Voilà, et on vous proposera donc vraiment d'arriver avec toute la délégation et une présentation, bien sûr, avec une présence forte régionale, en fait, avec cette richesse, le terroir, tout ce qu'a rappelé Catherine. Et nous vous aiderons à sélectionner donc avec toute une phase de préparation et notamment de définition de vos cibles. Donc, le recrutement de prospects vraiment qualifiés, et notamment dans le bio, puisqu'on a eu plusieurs demandes en ce sens. Et voilà, si c'est possible, on organisera également des visites de points de vente ciblés, et ça aura lieu dans normalement un hôtel vraiment choisi dans Hambourg. Donc quelque chose voilà, vraiment à taille humaine, avec donc on est parti sur une vingtaine, j'espère que vous serez à peu près une vingtaine, voire une trentaine intéressés, avec cette offre de participation unique où on va donc privilégier vraiment l'échange avec l'acheteur. Voilà, et il y aura table, chaise et on n'a pas prévu de grandes vitrines, etc., pour pouvoir respecter toutes les mesures d'espacement, etc., sanitaires. Malgré tout, je ne vous cache pas non plus qu'on a prévu en plan B, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, de pouvoir faire migrer cette solution vers une solution digitale.
en fait. Donc ça aussi, on le garde au cas où, comme solution intermédiaire. Donc je reviens effectivement au programme. Je vois la question de David Salazar de Duc de Gascogne. Effectivement, notre deuxième et grand rendez-vous phare de l'année, ce sera la Nougat. Oui, on le prévoit bien maintenu en présentiel en octobre. On espère justement qu'avec les campagnes de vaccination, etc., la situation sera vraiment stabilisée. Et nous, on continue le recrutement et l'organisation de ce salon, donc vraiment prévu en présentiel. Entre-temps, on est en train de travailler donc, sur les 2 campagnes promotionnelles autour de la marque Sud de France que nous menons donc tous les ans avec Kaufhof Karstadt. Vous savez que cette enseigne a été vraiment mise en difficulté suite à la crise donc, du corona, et du coup, on essaie de voir éventuellement peut-être une autre piste d'une autre enseigne. La campagne, normalement, avec Galeries Lafayette Gourmet aura vraiment lieu, et donc c'est ma collègue Cécile Borel qui s'en occupe, et donc on l'a bien prévu pour l'été prochain. Et donc Fruit Logistica aura bien lieu cette année, mais nous prévoyons d'être présents qu'en 2022. Voilà. Voilà sur le programme d'action. Je ne sais pas si vous avez plus de questions à ce sujet. Je n'en vois pas. Donc, voilà. Écoutez, sinon, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, d'autres questions. On répondra donc à toutes celles qui ont été posées par mail, et vous recevrez, comme d'habitude, les replays et les présentations. Merci beaucoup pour votre participation.